en place des systèmes de capture de données. On va les piloter, donc à partir de toutes ces informations-là, on va venir piloter ces consommations, donc différentes solutions pour piloter la consommation en temps réel, hein, donc apporter des outils de pilotage des consommations pour réduire cette consommation. On va travailler aussi sur l'optimisation, donc un bâtiment existant, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour optimiser cette consommation d'énergie, sur quoi on va pouvoir agir. Restituer, reporter, c'est sensibiliser par la suite. Et puis demain vont arriver des nouveaux enjeux en décarboner le bâtiment, des nouveaux services, des nouveaux usages. Donc dans les nouveaux usages, on a des usages digitaux. On va de plus en plus vers un modèle connecté avec des services qui pourraient être proposés. Voilà. Bien entendu, donc je rappelle, on a en bas quelques pistes. Je vais avoir sur la salle derrière des ROI. Hein, je vous ai donné quelques exemples moyens. Et puis également des financements. Donc je vous ai parlé des financements Siemens également propose, et également des financements au travers des CESE, toutes ces évolutions. Quelques notions de ROI. Alors, c'est des ROI moyens. On peut trouver des ROI beaucoup plus grands, des ROI beaucoup plus petits. Ça dépend dans quelle situation, sur quel bâtiment on est lorsqu'on arrive sur ce bâtiment-là. Une première étape, alors vous avez sur la gauche les enjeux d'économie qui sont possibles. Une première étape, c'est de mesurer l'existant. Donc, je vais mettre en place des systèmes d'IoT, de mesure de l'existant. On est à peu près sur des temps de retour d'à peu près 3 ans. C'est-à-dire que le retour sur l'investissement par rapport à l'investissement qui est mis au départ, on le récupère sur la réduction de la consommation d'énergie. On n'est pas sur des grands enjeux de réduction de consommation d'énergie. On va être plutôt sur des bonnes pratiques, sur voir, je vois combien consomme mon bâtiment, donc peut-être que je vais éteindre la lumière, peut-être que je vais réduire la température. Donc on est des performances qui sont relativement basses, entre 10 et 20%. Mettre en place un système de GTC, un système de supervision, on en a parlé tout à l'heure, piloter automatiquement les installations de chaud, de froid, de ventilation du système. On peut mettre en place de l'éclairage intelligent. Donc on fait, il y a toutes les notions, on a parlé tout à l'heure d'éclairage, de contrôle de l'éclairage. Nous, on a des solutions d'éclairage également, mais avec un côté intelligence, avec une brique intelligence, on va le voir tout à l'heure sur un cas d'usage, donc qui peuvent apporter de la performance. Mettre en place de l'IoT, donc des actionneurs, c'est-à-dire avoir l'intelligence le plus près possible du terrain. L'IoT, c'est ça, c'est avoir des capteurs qui peuvent déjà localement faire des actions intelligentes de réaction. Et puis ensuite, des systèmes de délestage. Je vais pas délivrer, mais il commence on est en mode R&D aussi hein, sur ces sujets-là, qui sont de stockage d'énergie, de pilotage en temps réel d'énergie, condensateur, enfin différents systèmes de pilotage d'énergie pour stocker l'énergie électrique, qui est une difficulté. On peut stocker du froid et du chaud, mais sur l'électricité, c'est plus compliqué. Donc, des systèmes de stockage d'énergie, et puis après, les services. Je ne sais pas si je suis dans le timing. Cas d'usage. Premier cas d'usage. Donc voilà, on en a déjà parlé hein, pour répondre au décret BACS. Le décret BACS, c'est Building Automatic Control System. C'est mettre en place des systèmes automatiques de pilotage des installations d'un bâtiment. Donc on a une plateforme, hein, on appelle ça une plateforme multimétier. On peut l'appeler la supervision, on peut l'appeler dupervision, comme vous voulez. Cette plateforme a la capacité d'embarquer du HVAC, donc du chaud, du froid, mais également des métiers autres qui sont de la sécurité incendie, de la puissance électrique, mais également on est très ouvert chez Siemens, on a une étiquette assez fermée, on est très ouvert également des systèmes de nos, on va dire entre guillemets, concurrents confrères. Un autre cas d'usage, donc là c'est pour répondre au décret tertiaire, mesurer, contrôler la consommation d'énergie. On a une plateforme, donc là on va être sur une plateforme plutôt cloud, sur un système cloud. On va venir capter de la donnée, repousser de la donnée sur un portail cloud, et on va pouvoir mettre en place aux clients des outils de pilotage en temps réel, presque. Je dis presque parce que c'est toujours passé, mais mettre en place des outils de pilotage énergétique avec des tableaux de bord assez performants. On peut aller, alors je ne l'ai pas mis là, mais on peut aller, ça commence à arriver jusqu'à avoir des robots mathématiques qui tournent. Hein. Demain, on va pouvoir connecter des bâtiments. On applique quelques règles mathématiques, on prend quelques règles mathématiques et on va pouvoir apporter. Alors là, on va être dans l'instant T, on va être dans l'instant réel. On pourra donner aussitôt une information sur une dérive. Transmettre ces informations vers la plateforme Opérate, tout ce qui est zone tertiaire, avec l'obligation de remonter les données. Et puis, dernier cas d'usage,
de l'éclairage intelligent, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est ce petit capteur que vous voyez sur la gauche. Ce petit capteur, il est très petit, hein, il fait 3 cm. Ce petit capteur, il a beaucoup de technologie, il a un processeur, donc c'est un vrai IoT, c'est de l'IoT. Il a un capteur, il a un processeur intégré dans lequel on va pousser un logiciel. Il sait communiquer sans fil, c'est du USB, c'est proche du Wi-Fi. Il peut communiquer capteur à capteur et également sur des bornes de récupération d'informations pour remonter sur des systèmes de supervision. Et ce petit capteur, il sait faire beaucoup de choses. Il sait détecter la présence de personnes, il sait détecter de la chaleur, il sait détecter de la puissance luminaire, de la puissance naturelle, il sait détecter des températures, et à partir de là, on va pouvoir mettre en place des scénarios. Juste pour vous dire, tous les Auchan de France sont équipés, tous les Géodis sont équipés. Alors, ces petits capteurs, vous les retrouvez pas forcément, vous les retrouvez chez des distributeurs, chez Rexel par exemple, hein, pour ne pas les nommer. Ils sont souvent vendus avec des luminaires. Alors, il y a 4 grands constructeurs de luminaires qui le font. Ils s'appellent Sensor Ready, donc ils sont déjà équipés du petit capteur. Il peut travailler en autonomie, hein, il n'est pas obligé d'être maillé dans une grande solution. Et il apporte des réductions performantes. Et on disait l'éclairage, l'arrêt d'éclairage public, que vous avez dans les Géodis aujourd'hui. Si vous rentrez dans un hall, vous avez l'éclairage avec le luminaire qui s'allume devant le chariot et qui s'éteint derrière le chariot élévateur. On peut abaisser dans les hauts champs, par exemple, ce que vous avez, vous ne le rendez pas compte, mais on abaisse fortement la luminosité jusqu'à 50-55% de luminosité. Et lorsque quelqu'un rentre dans un rayon, on remonte tout doucement la pente et on ne se rend pas compte qu'on a baissé pendant peut-être 80% de la journée la puissance à 55%. Puis dans l'industrie, on l'utilise aussi. Moi, j'allais chez un industriel de la cosmétique. Là, on est sur un bâtiment de logistique, on a carrément abaissé à 30% l'éclairage, à la limite du fonctionnement des robots, hein, de palettisation. Et donc, il gagne entre 60 et 70% de la consommation électrique sur ce bâtiment-là. Voilà. Merci, Monsieur Beer. Nous allons passer à Monsieur Chaussard, Enogrid. Est-ce que vous m'entendez? C'est très solennel, c'est du coup. Donc, je me présente Arthur Chaussard, je travaille chez Enogrid. Enogrid, vous connaissez peut-être un peu moins que Siemens, on est un peu plus petit, mais on travaille sur l'autoconsommation collective. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter notre dernière innovation. C'est une plateforme qui s'appelle Mon Énergie Collective. Peut-être quelques mots sur Enogrid, du coup. Donc, nous, aujourd'hui, on a une trentaine de salariés. On est vraiment spécialisé sur l'autoconsommation collective. Et on a 2 casquettes. Une première casquette de bureau d'études, où on est en capacité d'accompagner des porteurs de projets de A à Z sur des projets d'autoconso collective. Et puis une deuxième casquette, un peu plus innovante, de développeur de logiciels. Donc on conçoit des solutions visant à simplifier un peu ces projets qui peuvent être un peu complexes, pour essayer aussi de massifier ces opérations qui en nombre augmentent de plus en plus, mais restent quand même assez faibles par rapport au nombre d'installations solaires en France. Aujourd'hui, du coup, ça se traduit par un peu plus de 350 projets qu'on a accompagnés à différents stades. Tout type de projet, hein, historiquement, c'est plutôt des petits projets avec des communes, mais on a aussi des projets comme ça sur des zones industrielles avec des centrales de plusieurs mégas. Donc, ça peut aussi vous intéresser en tant qu'industriel. Et puis, du coup, 3 plateformes aujourd'hui. Une première qui est destinée plutôt à faire des études de consommation collective. Une deuxième qui était plutôt destinée à faire la gestion de l'opération une fois qu'elle est en route. Et puis, du coup, Mon Énergie Collective sur laquelle je vais revenir juste un peu après. Pour préciser aussi un peu notre positionnement, nous, on intervient de manière très complémentaire avec les acteurs du PV classique. Donc, on n'est pas un bureau d'études photovoltaïques, on ne fera pas d'études de faisabilité, par exemple. On va se concentrer sur la partie autoconso collective. Et puis, pareil, on interviendra en parallèle d'un installateur ou d'un développeur qui va installer les moyens de production. Nous, on se concentrera vraiment sur la partie autoconso collective, monter le projet et ensuite faciliter la gestion. La vision aussi d'Enogrid, c'est de massifier ces projets avec deux stratégies, soit accompagner, soit donner des outils à d'autres entreprises, des partenaires, potentiellement des concurrents aussi, pour qu'eux aussi se saisissent de ce sujet et accélèrent un peu le développement de ces projets également.
Donc un peu de contexte sur l'innovation spécifique qui est Mon Énergie Collective. C'est une plateforme qu'on a lancée en juin 2024, donc elle est opérationnelle depuis quelques mois seulement, qui a été développée en interne et qui a été financée en partie par un financement de France 2030 dans le cadre de ce programme-là et qui a été piloté par l'ADEME. Peut-être quelques mots pour l'autoconso collective, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, c'est peut-être un sujet encore un peu nébuleux et nouveau. Si on veut faire simple, c'est un circuit court de l'électricité qui permet à un producteur de vendre à ses voisins dans un périmètre restreint. Il y a quelques critères réglementaires évidemment, mais l'intérêt qu'il peut y avoir à faire ça, c'est de vendre un peu plus cher que la subvention actuelle, le S21 si ça vous parle, pour les petites centrales. Donc, on a une meilleure rentabilité pour le producteur et on a aussi pour les consommateurs la possibilité de s'approvisionner en électricité renouvelable à un prix qui va être potentiellement inférieur aux fournisseurs et puis surtout un prix qui est fixe sur une durée qui peut être assez longue. Donc, de la même manière qu'on a des industriels qui ont recours au pipier, par exemple, pour s'approvisionner en électricité, l'autoconso collectif, c'est une solution plutôt pour des entreprises aussi de taille inférieure qui ont ce besoin-là. Je ne vais peut-être pas trop rentrer dans le détail, mais en gros, sur une opération comme ça, on a besoin de mettre en place une structure supplémentaire, une personne morale organisatrice qui va regrouper l'ensemble des participants. On va avoir besoin de mettre en place aussi des contrats de vente d'électricité entre le producteur et les consommateurs. Et puis, on a un critère de distance géographique. Après, si vous voulez, ça ne nécessite aucun nouveau câble, aucun nouveau compteur. On va utiliser le réseau existant et c'est Enedis qui va être le garant du bon comptage de ce qui est produit, ce qui est consommé, et puis on pourra flécher un peu comme on fait l'électricité. Donc voilà, ça ne nécessite pas d'installation supplémentaire. Pourquoi on a voulu développer Mon Énergie Collective? On a constaté en fait que sur ces opérations d'autoconso collective, on avait un besoin du côté des producteurs de trouver des consommateurs. C'était parfois bloquant, c'est-à-dire qu'on a un moyen de production, une centrale sur une toiture par exemple, mais on n'arrive pas forcément à trouver des consommateurs. On peut aller discuter éventuellement avec son voisin, avec la commune, mais parfois c'est pas suffisant. Donc il y avait un besoin de ce côté-là. On avait aussi un besoin de faciliter le fait de rassembler les informations et puis la contractualisation des opérations, parce que historiquement, ça se faisait sur un petit papier, sur un coin de table, pour collecter toutes les informations, donc ça restait quand même un peu laborieux. Et puis, ça correspond aussi à une des missions qu'on se fixe, nous, chez Enogrid, c'est de continuer à développer ces projets d'ACC et de faire en sorte que tous les consommateurs potentiels puissent avoir accès à une électricité renouvelable, locale, pas chère, à côté de chez eux. Donc, c'est aussi quelque chose qui participe à ça. Sur le principe de la plateforme, donc c'est une plateforme qui est toujours en développement. On a encore des jalons de l'ADEME, donc elle n'est pas totalement finalisée. Aujourd'hui, elle permet du coup de faciliter déjà la communication autour du projet. Le porteur de projet va pouvoir en fait créer une page dédiée au projet pour informer tous les consommateurs qui veulent recruter, avec des informations comme la puissance, le prix par exemple. C'est un site qui va permettre de trouver des consommateurs. Donc, c'est une plateforme qu'on peut diffuser facilement au sein de clients, pouvoir communiquer facilement sur le projet. Et puis, c'est aussi quelque chose qui va permettre de rassembler très rapidement les données de ces consommateurs-là. En fait, le producteur publie son projet, ensuite il en fait la communication. Des consommateurs potentiels vont s'inscrire sur la plateforme. En s'inscrivant, ils vont renseigner toutes les informations personnelles, le numéro de compteur, le prix de leur électricité. Ils vont aussi donner leur accord pour communiquer, enfin, pour collecter leurs données de consommation. Donc, ça va permettre au producteur ensuite de collecter ces informations et voir si ça match avec la courbe de production. Et puis après, du coup, le producteur, une fois qu'il a recruté un certain nombre de consommateurs, en un clic, il peut avoir toutes ces informations-là assez rapidement et pouvoir entamer des discussions pour vraiment contractualiser avec eux et lancer l'opération. Donc ça, c'est la première phase, toutes les trois cases qui sont sur la gauche. Et d'ici à la fin de l'année, voire au début d'année prochaine, on va travailler sur la case manquante. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire la partie contractualisation. Donc, j'ai parlé rapidement de la PMO, j'ai parlé de contrat de vente d'électricité. L'idée, c'est de pouvoir tout contractualiser et tout signer de manière digitale sur cette plateforme-là, pour éviter d'avoir à faire signer des adhésions à la PMO, par exemple, un contrat de vente d'électricité de manière papier. L'idée, c'est d'accélérer vraiment ce processus-là aussi pour le producteur, pour que ça soit aussi plus facile à monter comme opération. Voilà un peu pour le principe.
Aujourd'hui, c'est une plateforme qui est utilisée par un peu plus de 80 producteurs un peu partout en France. On n'a pas encore communiqué largement auprès des consommateurs, mais à terme, ce sera aussi un gisement potentiel pour des producteurs pour trouver des consommateurs autour de chez eux et du coup valoriser un peu mieux l'électricité qui est produite. Du coup, quelques objectifs qui ont fait naître cette plateforme-là. Le premier, c'est évidemment de massifier les projets d'énergie renouvelable en autoconso collective. Il faut savoir que ça fonctionne avec n'importe quel type d'énergie. On parle beaucoup de photovoltaïque, mais on a des projets aussi en hydroélectricité. On a quelques projets en éolien, et si on a aussi un relèvement de la puissance, je pense qu'on en verra de plus en plus. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui va s'accélérer. L'idée, c'est aussi de rassembler du coup, beaucoup de producteurs et de consommateurs pour, à terme, faire en sorte que déjà les producteurs puissent valoriser un peu mieux l'électricité et du coup encourager au développement de nouveaux moyens de production. Parce qu'on est dans un contexte où les subventions aussi diminuent, donc il y a quand même de moins en moins d'intérêt à développer des projets solaires. Là, cette alternative-là, ça permet aussi de les rendre plus attrayants. Et puis après, d'un point de vue particulier, l'idée, c'est aussi de permettre à tout un chacun de pouvoir acheter de l'électricité renouvelable à côté de chez lui, en direct à un producteur. Donc ça, c'est aussi une des missions qui nous tient à cœur chez Novent. Voilà un petit peu pour la présentation. Vous retrouverez nos contacts si jamais vous avez besoin de renseignements sur un projet comme ça. Comme je vous l'ai dit, on est capable de vous accompagner sur toute la chaîne de valeur de ce projet-là. Donc n'hésitez pas, même sinon, à poser quelques questions ensuite. Merci pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions, sinon ça peut être après. Merci Arthur. Juste pour savoir, c'est qu'au sein du Pôle S2E2, on propose une formation autoconsommation collective animée par Enogrid et on en fait presque 3 à 4 sessions par an. Elles sont très demandées, donc si vous avez des besoins pour monter en compétence sur ces sujets-là, n'hésitez pas à faire appel à Pôle S2E2 et Enogrid sur ces sujets-là. C'est une formation d'une journée. Voilà. J'appelle Monsieur Clabot, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur Jossard. Bonjour à tous, je suis Xavier Claveau, je suis le président de Symphonix. Alors, votre photo est tout à fait actuelle, peut-être que je la change. Moi, je vais vous parler de Symphonix, qui on est, et je vais vous parler un petit peu de notre innovation et de la façon dont on participe à la transition énergétique et à l'augmentation effectivement des énergies renouvelables et puis de la décarbonation au sens large. C'est en haut, en bas. Voilà. C'est pas grave. Alors, Symphonix, en quelques mots. Alors, qui on est? Alors, nous, on est un nouvel opérateur de flexibilité de consommation dans le B2C et dans le B2B. Donc, on s'attache principalement aux clients finaux, tertiaires et résidentiels. On est une équipe d'environ 25 personnes. On se répartit entre des activités techniques IT et des équipes plus opérationnelles. On a un socle technologique très fort. On a de l'autre des plateformes techniques qui viennent se connecter aux équipements et qui permettent de faire quoi? Qui permettent de faire un pilotage temps réel des différents équipements qu'on pilote. Donc, le temps réel, pour nous, c'est quoi? Ça va de la seconde au quart d'heure, pour donner un ordre de grandeur. Notre promesse de chez Symphonix, c'est laquelle? Donc, la première, c'est qu'on veut réduire la facture électrique du client. Ça, c'est le premier point. Donc, la valeur, on vient déjà l'apporter pour le client. On vient s'assurer également qu'on décarbone en fait, la consommation du client. Et dernier point, et non des moindres, on le verra plus tard, on est un acteur d'ajustement de la stabilité du réseau. Alors, qu'est-ce qu'on vient piloter? Bon, on vient piloter tous les équipements qu'on peut trouver dans la sphère résidentielle ou tertiaire, qui sont effectivement des bains d'eau chaude, des activités de chauffage ou de climatisation, donc les radiateurs, les pompes à chaleur, la mobilité électrique. On pilote aussi des bornes de recharge, parce que pour nous, un véhicule électrique, c'est aussi une batterie sur 4 roues. Donc, c'est ce qu'on vient effectivement adresser. Et puis, on vient regarder tous les systèmes de solarisation, PV, autoconsommation et de stockage. On voit de plus en plus de stockage arriver avec des petites batteries chez nos clients. Donc, on intervient, comme je l'ai dit, en résidentiel, l'habitat collectif et le tertiaire. Aujourd'hui, on a plus de 160 000 équipements pilotés. 160 000 au Maroc, ces équipements.
Et on va atteindre, je pense, 200 000 d'ici la fin de l'année, et on va se déployer assez rapidement dans les pays qui ont des problématiques encore plus fortes qu'en France, hein. Donc, des pays où il y a des problématiques d'équilibrage, comme l'Espagne, le Portugal, le UK et l'Italie. Alors, notre promesse de valeur, je vais un petit peu mieux la définir. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire? En fait, on cherche à aligner les intérêts du client, du réseau et de la décarbonation. En fait, il y a un triangle, hein. Donc, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? On vient, effectivement, au travers de notre plateforme, agréger énormément de données. Donc, des données temps réel, des données endogènes aux clients, des données exogènes. Et ces données, on vient les confronter, mais évidemment, aux problématiques marché. Donc, les problématiques marché, quelles sont-elles? C'est la stabilité du réseau. Et la stabilité du réseau, elle se traduit par des prix de l'énergie dans les marchés court terme. Les marchés court terme, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs dans la journée. Et en fait, c'est ce qu'on vient régler. On vient ajuster, en fait, piloter l'ensemble des équipements pour trouver soit des plans de chauffe ou des plans de froid qui viennent réduire cette équation, du confort de la facture du client, de la décarbonation et de la stabilité du réseau. Alors, piloter la consommation pour le client, ça veut dire quoi? Alors déjà, ça veut dire optimiser les heures pleines et les heures creuses. Alors, c'est un peu la tarte à la crème, hein, tout le monde en parle. Évidemment, depuis des années, on sait qu'on a des heures creuses, on sait qu'on a des heures pleines. Donc, on sait aussi que les heures creuses, ça commence à 22 heures et ça se termine à 6 heures. En fait, c'est pas vrai. Euh, Aujourd'hui, 40% des heures creuses, c'est en journée. Alors, pourquoi c'est en journée? Parce qu'on a de plus en plus d'énergie renouvelable. Et de plus en plus d'énergie renouvelable, ça se traduit comment? Ça se traduit par une surproduction d'énergie renouvelable, notamment du PV, dans la journée. Et ça, comme on le voit au niveau des marchés, on le voit sur les prix. Donc, les prix ils deviennent soit négatifs dans la journée, ou soit égal à zéro. On avait 4 heures de prix négatifs il y a 3 ans. On en a 347 en 2024 et c'est pas fini. Donc, 347 heures, on va certainement atteindre 500, 600 heures. C'est quasiment 10% du nombre d'heures dans l'année. Et ça va continuer. Donc, ce qu'on vient faire, c'est évidemment, au travers de nos plans de chauffe et de nos plans de froid, optimiser, décaler les consommations de nos clients pour maximiser, favoriser, optimiser les heures pleines et les heures creuses. Alors ça, aujourd'hui, on a effectivement 2 plages. On en aura plus, on aura des tarifs dynamiques qui deviendront de plus en plus. Donc, on n'aura pas 1, 2, 3, mais peut-être 4, 5, 6 plages. Et c'est ce que Symfonic se fait pour effectivement faire profiter aux clients de l'optimisation entre les différents prix qu'il peut y avoir sur les différentes plages horaires dans la journée. Bon, évidemment, c'est un service qui est gratuit, qui est sans engagement. Bon, donc, et ça, bon, je vais vous expliquer pourquoi il est gratuit, pourquoi il est sans engagement. Bon, on a vu le client, mais maintenant on voit aussi le réseau. Donc, parce qu'effectivement, on dit c'est super les énergies renouvelables. Alors, c'est vrai que c'est super, ça va décarboner, mais ça a des impacts assez monstrueux sur la stabilité du réseau. La stabilité du réseau, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un RTU, il a quoi? Il a un gros compteur de fréquence. La fréquence, c'est 50 Hz. Quand ça passe à 49,9, c'est compliqué. Quand ça passe à 49,7, c'est bien plus compliqué. Et en dessous, c'est le blackout. Donc, un blackout, c'est quoi? C'est on met le réseau par terre, on met tout le monde par terre. Et un blackout, c'est des milliards d'euros pour la collectivité. Donc, et c'est d'autant plus important que maintenant, les réseaux de transport sont interconnectés en Europe. Donc, une problématique qui arrive en France, ça a des impacts en Allemagne et inversement. Et ça se traduit par quoi? Effectivement, l'introduction des énergies renouvelables, elle introduit de la volatilité dans les marchés, hein, parce qu'il y en a des fois trop, des fois pas assez. Et donc là, on le voit en fait, hein, là, c'est ce qu'on appelle le marché de l'ajustement, c'est le marché de RTE, c'est un marché temps réel. Et on voit bien qu'entre 2021 et 2024, les pics de prix, hein, donc c'est les coûts, sont devenus de plus en plus importants. Ça se traduit comment? Ça se traduit, bon là, c'est une petite moyenne un peu rapide, c'est un peu schématique, mais c'est pour vous montrer. On a multiplié par 4 le coût de l'ajustement entre 2020 et 2024. Donc, il y a l'effet là que j'ai entouré, qui est l'effet de la crise, où effectivement, oui. Excusez-moi, il y a l'effet Covid peut-être aussi au début. Il y a l'effet Covid, absolument, tout à fait. Mais on voit quand même que globalement, ça monte. Sur 2022, c'est monté un petit peu plus. Pourquoi? Parce qu'on avait des centrales nucléaires qui étaient en indisponibilité. Donc, on n'a pas eu la disponibilité du nucléaire. Donc, on a dû trouver de l'ajustement ailleurs. Donc, ça a augmenté le coût de l'ajustement. Mais globalement, c'est la tendance. Donc, il est évident que l'énergie renouvelable introduit de la volatilité, introduit des pics de prix. Donc, et si on veut continuer à introduire l'énergie renouvelable, il faut qu'à un moment donné, nous aussi, on flexibilise notre consommation. C'est essentiel.
Donc, ce qu'on propose, nous, c'est de capter ensemble la valeur de la flexibilité. Donc, évidemment, c'est de piloter les équipements du diffus et du tertiaire. C'est là où, en fait, la valeur est la plus intéressante parce que la marginalité de ces effacements est faible. C'est pas très grave. Si on vient vous couper 15 minutes de votre chauffage, vous n'allez même pas le sentir. Alors qu'un industriel, quand on lui demande de s'arrêter, il ne produit plus. Et donc, ça, c'est un coût énorme pour la société également. Donc, pourquoi c'est gratuit sans engagement? Bien évidemment, parce qu'on redonne une très forte valeur au client, on en garde un petit peu, et on en garde un petit peu pour assurer effectivement notre service, la construction de notre plateforme. C'est des millions d'euros qu'on dépense en IoT pour effectivement pouvoir piloter tout ça. Et on se fait payer par qui? On se fait payer par le réseau et les marchés. Le réseau, parce que c'est un mécanisme assurantiel, et il vient chercher notre flexibilité, il nous paye comme une assurance, comme on le ferait dans n'importe quel type d'assurance. Alors, pour faire ça, évidemment, on a besoin d'un environnement très IT, très techno, très deep tech. Alors, voilà, je l'ai un peu schématisé, bon, ce n'était pas très visible. Et on a en fait cinq vecteurs d'acquisition de données. Donc, on a la data du consommateur tout en haut. Donc, on vient chercher effectivement un ensemble de données auprès de nos clients, alors, soit directement, soit indirectement, parce que nous, on n'est pas un fabricant, on n'est pas installateur, on n'est pas équipementier. On vient se connecter aux plateformes des fabricants, des équipementiers, pour effectivement récupérer une partie de l'information. La partie de l'information qu'on ne vient pas récupérer, on vient la récupérer aussi de la manière extérieure. Donc, on vient typiquement récupérer des données environnement, des données météo, des données de nébulosité, des modèles de prévision météo, qui vont nous permettre de prévoir la consommation en fait, de chaque équipement. Parce qu'on intervient à l'équipement, on n'intervient même pas au niveau du compteur, on intervient à chaque équipement. Pourquoi? Parce que un apport thermique gratuit qu'on sait parce qu'on connaît la géolocalisation, on sait que tel radiateur dans telle pièce, il va moins consommer qu'un autre parce qu'effectivement, à midi, il va y avoir un apport thermique gratuit par le soleil. Donc, globalement, tout ça, ça fait quoi? Ça fait qu'on envoie en gros 10 millions de scénarios de plan de chauffe quasiment tous les jours et on les envoie au quart d'heure sur toutes les équipes. Pourquoi on les envoie au quart d'heure? Parce que les marchés sont au quart d'heure. Alors, qu'est-ce qu'on vient réduire aussi là-dedans? On vient réduire effectivement les émissions de CO2, parce que quand on fait du décalage de consommation, en règle générale, on vient le décaler sur les heures les moins chères. Les heures les moins chères, c'est souvent les moins carbonées. C'est un peu schématique, mais c'est quand même globalement le cas. Donc là, j'ai pris un petit exemple mais, assez simple. Donc, on prend 200 MW de puissance pilotable. 200 MW, c'est globalement une ville de 20 000 clients, un ordre de grandeur. Et si on vient décaler 3 heures de consommation par jour, sur 150 jours, on réduit globalement de moitié en fait, l'impact CO2. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on prend le mix énergétique standard. C'est un peu réducteur, j'entends, mais c'est pour vous donner des ordres de grandeur. On prend le mix énergétique de la France standard, là, ici, sur les 9900, et puis après, on vient regarder les mix énergétiques décarbonés qu'on vient chercher par le décalage. Il me reste encore un peu de temps. Très peu. Très peu. Bon, alors, c'est bientôt fini. C'est la conclusion. Bon. Voilà. Donc, je voulais conclure sur quoi? Sur la flexibilité du système électrique. Donc, ça, c'est super globalement. Donc, qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit qu'en 2030, on aura besoin de 6,5 gigawatts de flexibilité pour permettre la stabilité, pour permettre la transition énergétique. 6,5 gigawatts de stabilité qu'on doit trouver dans l'industrie, dans le résidentiel, dans le tertiaire, dans le transport. Ça fait quand même des chiffres qui sont assez importants. 6 gigawatts, c'est globalement 3 ou 4 EPR, ça dépend de la puissance, mais c'est environ 3 EPR. Donc on vient effectivement adresser, alors on n'est pas présent tout le temps, mais on vient adresser une flexibilité qui va permettre d'éviter de démarrer des moyens de production fossiles. Ça veut dire quoi ça? Pour le résidentiel et le tertiaire, ça veut dire qu'entre 2023 et 2030, ce marché résidentiel va faire x10. On doit chercher x10 de capacité de flexibilité. Donc, il y a un gisement énorme. Et le challenge, il est bien là, c'est effectivement de trouver ces usages, de les piloter, de faire en sorte que toute la communauté, indépendamment de Symphonix, donc les fabricants, les équipementiers, les opérateurs, puissent travailler suffisamment bien ensemble pour pouvoir effectivement proposer ces nouveaux modèles qui vont permettre la transition énergétique. Donc, voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, monsieur.
Il nous reste encore 5 intervenants, donc 8 à 10 minutes par intervenant. Merci à monsieur Thibaut Réseau de venir nous rejoindre de Réseau Constructeur Éolien. Voilà, respectez bien le timing pour que vous ayez le temps, un, de manger et deux, d'échanger ensuite, parce que à 14 heures, il y a les ateliers organisés par le Crésit. Donc voilà. Bonjour à tous. Moi, je suis Thibaut Réseau, je suis le fondateur du projet Réseau Constructeur Éolien. Donc, certainement une entreprise dont vous avez un petit peu moins entendu parler, mais dont vous allez apprendre à connaître. Alors, je fais une petite introduction, je ne suis pas dans le PowerPoint. Aujourd'hui, 80% de l'énergie brute mondiale est d'origine fossile. Alors, le projet il est né notamment de ce constat-là. Aujourd'hui, vraiment, les alternatives de production décarbonée sont très effacées par rapport à la consommation d'énergie fossile mondiale. Donc, on l'a dit, on l'a évoqué tout à l'heure, mais énergie fossile égale réchauffement climatique. Comme on a évoqué tout à l'heure, voilà les scénarios à plus 7 degrés. On est quand même dans une mouvance où l'énergie fossile, on a toujours la même consommation d'énergie fossile tous les ans. Donc de ce constat, voilà, sur le réseau constructeur éolien, on a cherché à travailler le vecteur éolien, à le faire performer davantage. Sur le marché français, on a 1 gigawatt, 1,6 gigawatt d'énergie éolienne installée par an en France. Ce chiffre, il faudrait le confirmer et sur les tracés RTE 2050, il faudrait continuer sur cette dynamique, voire l'amplifier pour atteindre des meilleurs objectifs. Donc aujourd'hui, voilà, nous sommes 2 fondateurs, donc moi-même Thibaut Réseau. Je suis issu d'un cursus technique chaudronnerie et une licence structure métallique. J'ai un cursus, un parcours très technique et j'ai une capacité, enfin, je suis assez autodidacte pour être capable d'aller sur différents métiers techniques, donc notamment sur ce projet dans l'éolien. Et Pierrick, qui complète mes compétences, notamment dans des aspects commerciaux, QSE. Pardon, je parle un peu trop loin du micro. Donc, le projet Réseau Constructeur Éolien, c'est un projet industriel de conception, construction et d'implantation de machines à faible impact environnemental. On intègre vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur sur la production d'énergie éolienne. Donc, les grandes valeurs du projet, c'est vraiment un meilleur, plus faible impact environnemental sur cette source de production. Aussi une meilleure façon d'implanter les éoliennes, pour travailler aussi sur les aspects sociaux, qui sont vraiment un vrai frein aujourd'hui pour installer de l'énergie éolienne sur les territoires ruraux. Et donc notamment, on travaille sur l'aspect redistribution des richesses lorsqu'on exploite une éolienne. On veut mettre au cœur des projets notamment les collectivités, les collectifs citoyens, pour que les retombées économiques soient vraiment au plus près des territoires. Donc voilà, on intervient sur quand même une grande facette, un bon nombre d'aspects de la production énergie éolienne, que ce soit tant sur la conception de la machine, mais aussi dans la façon d'implanter les machines, dans la façon de les exploiter. Donc là, je vais aller un peu plus dans le technique sur cette partie. Donc le concept éolien, c'est un projet moi, que j'ai commencé il y a 6 ans. Je suis parti je suis parti de feuille blanche et j'ai essayé de pas m'interdire, de m'interdire aucun aspect technologique dans la conception. C'est-à-dire que j'ai pas pris comme dogme de me dire la technologie récente est la meilleure. J'ai essayé d'étudier l'ensemble des technologies dans l'histoire pour mettre en phase une meilleure cohérence d'ensemble. Aujourd'hui, on a une phase de développement du prototype T1, qui est notre preuve de concept, mais qui valide l'ensemble de l'architecture technique du modèle. C'est une machine de 12,5 mètres de diamètre qui aujourd'hui est construite. On a posé le mât et on devrait la mettre en service fin novembre, début décembre. Derrière, on travaille en parallèle sur un modèle qui sera adapté particulièrement au marché français, qui sera une éolienne de 58 mètres de diamètre, 70 mètres en bout de pale, et qui s'intègre dans un
dans un mécanisme, comment dire, dans un régime français, dans un marché français qui est beaucoup plus adapté aux segmentations techniques, que ce soit le réseau, que ce soit les plafonds aériens ou les contraintes de l'armée, et aussi dans le régime réglementaire, où c'est une éolienne qui s'implante en 18 mois au lieu de 10 ans quasiment pour un projet classique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dès ce prototype terre, on agit sur des gros leviers en termes comment dire, de conception. C'est-à-dire que sur notre modèle, on arrive à consommer 5 fois moins de béton pour produire la même quantité d'énergie. 5 fois moins de béton pour reprendre la même charge axiale, grosso modo, sur notre conception de mât plus nos fondations hybrides. On travaille vraiment aussi sur la durée de vie du produit, qui va être doublée. Et voilà, la quantité d'acier aussi est très fortement diminuée sur l'ensemble de l'architecture. C'est le principe du bras de levier, vraiment, on externalise les charges. Alors, un gros levier sur lequel on a évoqué tout à l'heure, donc aujourd'hui, plus on a d'intégration d'énergie renouvelable sur le réseau, plus on a d'intermittence, plus on a de pics de production et des effets de production de prix négatifs. Alors nous, notre modèle, on a pris le parti pris de casser vraiment l'efficacité avec sur les forts vents. Et ça génère, on a un modèle qui a un taux de charge 2 fois plus élevé que le modèle classique. C'est une architecture, comment dire, c'est un parti pris côté conception, conversion de puissance aérodynamique et conversion de puissance côté électromécanique, qui est un peu plus compliqué au niveau du multiplicateur, qu'on a un peu plus de charge sur le multiplicateur, mais c'est un parti pris pour l'avenir de dire oui, on produit un peu moins à l'année sur nos machines, mais on produit beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on produit avec 3 fois moins de pics de production. En éolien classique, entre le seuil bas et le seuil haut, on a un x10, on a un delta x10. Sur notre modèle, on se limite à un delta x3. C'est-à-dire que vraiment, on produit de façon beaucoup plus... Alors, on ne peut pas produire de façon constante en éolien, c'est impossible, mais vraiment, on casse vraiment cette intermittence. Et après, on a des gros, comment dire, on a une grosse innovation dans le terme de construction. C'est-à-dire qu'on est capable, on développe un modèle éolien déjà qui est conteneurisable et qui ne nécessite pas de grue pour monter l'édifice. On a un système qu'on va le voir, je crois, juste après. Là, par exemple, c'est notre mât qui a été monté en juin. Donc, on l'a monté exclusivement sans grue, vraiment qu'avec du matériel de montage léger. Ça fait partie des innovations qu'on développe. On est capable, voilà, de monter l'ensemble de l'éolienne sans grue. On a après un système un peu technique qui va être en tête de mât pour venir monter les derniers éléments qui sont la nacelle et le rotor. Parmi donc, ces premières innovations qui sont vraiment en train d'être verrouillées, on a aussi voilà, nos blocs de fondation qui sont assez particuliers, qui combinent plusieurs technologies, toujours dans la même optique d'utiliser beaucoup moins de matériaux pour la même reprise de charge. Donc ça utilise des pieux, ça utilise du béton, ça utilise de la terre, plus une structure métallique. La combinaison de cet ensemble nous amène des performances déjà sur nos premiers calculs, nos premiers relevés et nos premiers essais qui sont très bons. Donc après, on a plusieurs sous-produits, on va dire, ou sous-développement possibles via ces fondations, puisque les applications peuvent être aussi un peu plus variées sur les pylônes électriques, sur des antennes. Voilà. Et donc l'ensemble du mât RCE, de cette architecture assez Eiffel des fondations, vraiment nous permet des gains en matériaux qui sont considérables. De l'ordre, voilà, comme je l'ai dit, de 2 fois, on divise quasiment par 2 la quantité d'acier et par 5 ou 6 la quantité de béton. Donc voilà, RCE depuis 6 ans, c'est une très grosse montée en compétences dans beaucoup de domaines techniques, mais aussi dans les métiers de l'implantation. Donc, on a parti pris de vraiment d'essayer de maîtriser l'ensemble de l'éventail technique, que ce soit donc dans la conception, mais aussi on a été confronté sur le terrain pour implanter notre prototype aux démarches administratives classiques. Donc aujourd'hui, on est en maîtrise sur les démarches d'implantation, on est en capacité d'aller chercher du permis, d'aller chercher du foncier, d'avoir les démarches auprès de la DDT, de la préfecture pour avoir les autorisations d'implantation sur nos machines. Donc ça fait partie voilà, des multi-implantations. En conception, voilà, une éolienne, c'est énormément de métiers variés et différents. Et donc, plus on avance, plus on se spécialise sur chaque métier. Mais vraiment, l'éventail de compétences, il est assez grand. Entre l'aérodynamique, voilà, les matériaux, la mécanique, l'électromécanique, la supervision, l'automatisme.
le côté VRD, terrassement, ce sont des choses voilà, qu'on garde le plus possible en interne. Et d'ailleurs, voilà, on est en train voilà, de grandir en ce moment on embauche donc un ingénieur et puis des techniciens qui vont nous épauler dans ces domaines. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Montage. Alors là, j'en ai un petit peu parlé du produit et de son implantation. Vraiment, aujourd'hui, on a notre premier prototype qui doit valider l'architecture technique. On va y faire un maximum de relevés de données via du capteur et via des tests pour valider l'architecture technique. C'est vraiment le point de départ pour notre modèle T2 qui sera le modèle industrialisé. Donc, ce modèle industrialisé, j'ai déjà décrit quelques caractéristiques tout à l'heure. Donc, ce sera un modèle de 315 kW installé. Taux de charge, comme je l'ai dit, donc on multiplie quasiment par 2 le taux de charge. Moi, c'est calé sur des gisements de vent de l'Indre-et-Loire, parce que j'ai fait des mesures de vent pendant 2 ans sur la région. Et dans l'articulation, vraiment, donc, on veut proposer un investissement au plus possible donc, aux collectifs citoyens et aussi aux collectivités ce modèle qui permettra une meilleure acceptabilité localement du produit. Alors, comment on fait? Alors, notre produit, qui est une éolienne vraiment plus petite que la gamme du marché, grosso modo, qui correspond plus aux attentes des territoires et plus aussi aux contraintes techniques rencontrées. Donc, c'est une part de marché qui est un petit peu délaissée aujourd'hui par les constructeurs actuels qui s'orientent vraiment sur de la fabrication de grandes machines et qui, à la limite, délaissent le marché français qui est un marché minoritaire pour eux. C'est que je vais en dire, oui, on amène un produit qui est beaucoup plus petit, qui est plus petit, qui est aussi moins cher, qui permet en fait aux collectivités, c'est une porte d'entrée pour de l'investissement des collectivités et des collectifs citoyens. Aujourd'hui, un parc éolien classique, c'est minimum 15 millions d'euros. Que ce soit une collectivité ou un collectif citoyen, c'est très dur de mettre en œuvre cette enveloppe, alors que nous, on va amener un produit qui, les plus petites installations seront en entrée de gamme à 900 000 euros. Attention. Ok. Quelques photos, voilà la fabrication en atelier de différents éléments mécaniques du premier prototype. L'éolienne, la nacelle qui est montée. Voilà, quelques photos terrassement et le mât qui est édifié sur site. Et donc voilà, en conclusion, nous voilà, on est une entreprise du territoire en Sud-Touraine. On souhaite continuer à lier, si possible, des partenariats, renforcer nos liens avec les administrations, lier des partenariats avec des entreprises locales. On veut vraiment créer un cercle, de confiance, mais un cercle voilà, autour des collectivités. Et de rayonner petit à petit un peu plus grand. Dans nos implantations, c'est comme ça qu'on imagine aussi les choses, c'est commencer à faire les premières installations vraiment localement, mettre le plus possible dans la boucle les collectivités et toujours travailler au plus possible avec les acteurs locaux, que ce soit les entreprises et aussi les écoles. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Alors maintenant, c'est monsieur Cheng d'Enerfive. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Thomas Cheng, je suis responsable d'affaires chez Enerfive. Enerfive, c'est une société tourangelle qui a été créée il y a à peu près 2 ans et demi maintenant, qui accompagne ses clients, donc qu'ils soient industriels, tertiaires ou issus du monde agricole, à travers ces 5 grands domaines d'activité. C'est un peu de boulot. Le photovoltaïque, les IRVE, donc tout ce qu'on va appeler mobilité électrique et mise en place d'architecture de bandes de recharge, le stockage d'énergie à travers plusieurs technologies que nous verrons tout à l'heure, l'hydrogène décarboné et la performance énergétique. Il faut savoir que l'entreprise évolue très vite en ce moment. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, on était 4. Là, en décembre, on va être une vingtaine. Pour un peu d'actualité, on a rejoint le groupe Photosol, donc le groupe Ruby, par la filiale du groupe de sa filiale Photosol en janvier.
Le but de cette association, c'était, nous, d'apporter notre expertise sur le photovoltaïque en toiture au groupe Photosol, qui est un leader dans le développement de centrales photovoltaïques au sol de type agrivoltaïsme. Pour vous donner un exemple, ils ont gagné l'année dernière un des plus gros AMI, celui de la base aérienne de Creil. Donc là, on parle de 220 mégas de panneaux au sol pour quasiment 150 hectares, je crois. Donc voilà, eux, leur but, c'était d'aller attaquer le marché sur la toiture. Nous, c'était notre expertise, mais aussi de commencer à discuter avec nous sur des méthodes de stockage pour pouvoir inclure du stockage à grande échelle dans leur business plan et dans leur modèle de demain. Et nous, on avait besoin d'un grand groupe et d'une grande marque déjà présent sur ces énergies-là pour nous accompagner dans notre croissance. Pour revenir un peu sur Enerfive, Enerfive, ça part vraiment d'une idée et d'une genèse, c'est-à-dire qu'on est photovoltaïcien, mais pas que. Le but, c'est d'apporter de l'intelligence et du bon sens dans les business models qu'on va proposer à nos clients à travers les 5 expertises que je vous ai décrites juste avant. En prenant des cas concrets, ça va être un industriel chez qui on vient, première étape, mettre en place un générateur photovoltaïque pour venir lui effacer une trentaine de % sur sa facture d'électricité si on est sur un exercice assez bien dimensionné. Donc lui, il a déjà sécurisé 30% de sa facture d'électricité. Et demain, c'est comment je vais plus loin. C'est aller analyser sa facture d'élec, aller analyser ce qu'on appelle les points 10, donc en clair, son spectre de consommation au pas 10 minutes sur toute l'année, et d'aller remarquer que en fait, c'est pendant telle à telle heure qu'il démarre ses machines, qu'il a un super pic sur son abonnement, et que c'est ce kilowattheure-là qui, si on pouvait l'effacer, aurait le plus grand impact sur sa facture. Donc là, on va venir, par exemple, aller mettre à notre système une batterie. Alors, on ne va pas parler d'une batterie, d'une grosse batterie. Il faut juste la dimensionner pour qu'elle fasse du support réseau. C'est-à-dire qu'elle vienne juste effacer ce delta qui coûte très cher. On a un investissement qui coûte peu avec un retour sur la facture qui est tout de suite très efficace. On va avoir d'autres modèles. Un client tertiaire qui a des obligations législatives. J'ai un parking, il faut que je mette des ombrières pour être dans l'actualité, ou je suis concerné par le décret tertiaire. J'ai pour objectif de passer ma flotte en véhicule électrique, on en a parlé avant. Donc nos enjeux, ça va vraiment être d'accompagner sur comment on fait et surtout comment on trouve des business models qui marchent et des business models qui vont correspondre à demain. J'entends par là, qu'est-ce qu'on va mettre comme type de borne? Comment on va la monétiser? Est-ce qu'on l'ouvre au public? Est-ce que le fait de mettre des bornes demain fait qu'en fait, on va avoir un abonnement élect qui va augmenter? Et en fait, là où ce n'était pas intéressant avant de venir faire du photovoltaïque, on vient mettre du photovoltaïque qui alimentera les bornes. On fera aussi de l'autoconsommation collective, on l'a vu avec EdoGrid, pour encore plus améliorer ce business plan-là. Et comment on fait aussi demain pour se dire, en fait, ma voiture, c'est ma voiture ou le parc de voitures électriques que je vais mettre à mes salariés. Demain, c'est peut-être des batteries qui sont sur mon parking. Parce que ma voiture, elle ne fait pas que consommer, elle peut venir aussi en batterie tampon, demain m'aider quand mon kilowattheure me coûte trop cher quand mon kilowattheure me coûte trop cher, tout simplement. Donc, c'est réfléchir à toutes ces questions-là, mettre un business plan en place qui fonctionne et surtout qui laisse la porte ouverte au changement de demain. Pour aller un petit peu vers de l'hydrogène ou d'autres sujets, on peut avoir aussi le cas d'un agriculteur qui aujourd'hui a une méthanisation et qui vient nous voir en disant, voilà, moi je voudrais faire du photovoltaïque pour autoconsommer sur ma méthanisation. Et ben aujourd'hui, on va essayer aussi d'aller chercher des modèles où on va passer de la méthanisation à la méthanation. C'est-à-dire dire, OK, on va vous faire du photovoltaïque parce que si on regarde la consommation d'une méthanisation, c'est très adapté. Mais demain, est-ce que le CO2 que la méthanisation rejette, on ne peut pas s'en servir pour aller mettre un deuxième générateur photovoltaïque avec un électrolyseur et servir du H2 plus du CO2 qui sont rejetés pour recréer du CH4 et aller encore plus augmenter ce business model. C'est un petit peu l'essence d'Enerfive, c'est d'aller jouer avec tout ce qu'on connaît. On ne réinvente pas le monde, mais juste on vient mettre des bouts de puzzle pour pouvoir créer des systèmes toujours plus intelligents et performants. Je voulais vous parler aussi, pour finir, d'un projet un peu innovant sur lequel on travaille depuis maintenant un peu plus d'1 an. Donc, on a un doctorant en test CIF chez nous qui travaille sur un système qu'on voudrait proposer à nos clients dans un futur proche. Donc, c'est un système énergétique réversible, modulable, mobile et multisource.
J'entends par là, en fait, c'est un conteneur, ni plus ni moins. Alors, la taille va varier en fonction de comment on le dimensionne. Où demain, on viendrait y placer plusieurs types de technologies de batterie. Du volant d'inertie, de la batterie hydrogène, de la batterie lithium-ion. Pourquoi? En fait, pour adapter par rapport à la consommation du client, la méthode dont on peut redonner de la puissance. Un exemple tout bête, je reprends mon exemple de l'industriel qui a sa machine tournante qui démarre le matin et qui consomme beaucoup. Le volant d'inertie va permettre de stocker de l'énergie sur de la faible durée, mais va pouvoir nous emmener beaucoup, beaucoup de puissance en instantané. On va avoir la batterie lithium-ion qui va nous permettre de délivrer une production pour de la consommation linéaire. On va avoir l'hydrogène qui va nous permettre de stocker de l'énergie fatale. Clair, c'est de l'énergie qu'on aurait forcément perdue. Et cette énergie-là, en fait, on la stocke sur le long terme parce que c'est le gros avantage de l'hydrogène, pouvoir le stocker d'une saison à l'autre, par exemple. Et dans cette machine-là, il y aurait une IA. Donc, on est actuellement sur le développement de cette IA-là. Et cette IA-là, son but, c'est qu'on puisse la mettre sur plusieurs modes de marche. C'est-à-dire, est-ce que moi, ce système-là, je le veux chez moi parce que je suis en site isolé, ça coûte 200, 300 000 euros de me faire venir le réseau public, ou alors est-ce que c'est juste du support réseau? Et en fait, la démarche n'est pas du tout la même sur l'IA de comment elle va gérer ses batteries. Est-ce que je suis là sur de la réduction de facture du support réseau, c'est-à-dire que je prends la météo en compte, je prends les consommations de mon client, la production en instantané, et j'essaie d'aller stocker et délivrer mon kilowattheure en fonction de là où il coûte trop cher pour un industriel ou autre, ou est-ce que je suis sur un modèle où chaque kilowattheure qui est consommé, c'est un kilowattheure qui est potentiellement perdu parce que je suis en site isolé, et il faut que je sois hyper efficace sur le moindre kilowattheure que je délivre. Voilà. Merci de votre attention. Merci, Thomas. On va passer à Pauvillian et Monsieur Vega. Ça marche. Bonjour à tous. Donc, Antoine Vega, non pas directeur général, mais directeur des opérations. C'est pas grave. Alors, pour y dire en quelques points, donc, ça fait 10 ans qu'on existe. On a été créé en 2013. L'activité opérationnelle a vraiment commencé fin 2014. On est situé à la ville d'Audam, donc pas très loin de Tours. À ce jour, on a un effectif de 21 personnes, essentiellement une population technique, ingénieurs techniciens, donc quelques indirects. Et notre domaine d'intervention, c'est tout ce qui a trait à la transition énergétique, mettons plus particulièrement en œuvre tout ce qui est vecteur hydrogène. Alors, des cas d'usage où nous intervenons, d'une part, tout ce qui est site isolé, alimentation électrique avec des microgrids pour des applications, pour des habitations ou des groupes d'habitation. Tout ce qui a trait à la continuité d'approvisionnement, donc on voit le backup, des coupures réseau la seconde aux heures, voire à la journée, à la semaine. Applications qui nécessitent du stockage d'énergie pour de la longue durée, voire jours, semaines, mois, voire intersaison, c'est l'avantage de la partie hydrogène. Lissage de pic, donc on a parlé tout à l'heure, tout ce qui a trait au peak shaving, dans le cadre de bâtiments ou d'applications qui le nécessitent pour éviter de la surconsommation. Usage temporaire, c'est essentiellement tout ce qui est chantier. Donc, on imagine des groupes pour alimenter un chantier, donc des groupes mobiles transportables, ou bien des sites qui sont en attente de raccordement au réseau public. Donc, il y a 1 mois, 3 mois, voire parfois 1 an. Et à ce moment-là, il faut une solution palliative pour alimenter l'application. Les solutions qu'on met en œuvre, tout ça repose sur une base technique qui est une plateforme dans laquelle les solutions sont modulables en fonction du besoin client. On a baptisé plateforme Sagesse, donc Smart Autonomous Energy Station. La partie hydrogène, la particularité, c'est la chaîne hydrogène qui est faite sur le site. Donc la production d'hydrogène est faite sur le site. Donc, par définition, si vous avez des énergies renouvelables, l'hydrogène, par définition, est bas carbone ouvert. L'hydrogène est stocké sur le site sous forme gazeuse, donc soit à une pression aux alentours de 35 bars, qui est la pression de sortie naturelle d'électrolyseur, soit on peut comprimer à 200, 350 bars s'il y a des problématiques de place ou d'autres applications.
Et après, l'hydrogène est restitué sous forme électrique avec une pile à combustible. D'un côté, les sources d'énergie, que ce soit le réseau ou des énergies renouvelables, solaire et éolien, la partie stockage, l'hydrogène souvent en association avec une batterie pour gérer le régime dynamique. L'hydrogène, c'est un peu lent. Et derrière, l'alimentation du client à travers un micro-réseau local ou alors les réseaux proprement dit. Les installations qu'on a faites avec différents clients, donc des secteurs d'activité énergie, télécommunications, défense, secteur public, vous voyez les logos des différents clients. Donc c'est assez éclectique, puis chaque client avec une problématique particulière, mais là, on ne va pas passer du temps dessus. J'en arrive à une première expérimentation dans laquelle on a des résultats. Donc un client qui a une problématique, c'est d'alimenter un site télécom, une BTS, en attendant d'être raccordé sur le réseau. Donc, le client, c'était TDF. La problématique qu'il avait, à chaque fois qu'il déploie son réseau et qu'il installe sa BTS, il peut y avoir quelques mois, voire parfois une année avant que les travaux de raccordement au réseau public se fassent par Enedis. Donc, le client souhaitait promouvoir une solution décarbonée, sachant que la solution classique, c'est jamais le bon biogroupe électrogène diesel sur site, je le fais tourner, j'alimente en gasoil et j'attends que ça se passe. Parfois, je le fais même voler, ça arrive. Donc, lui souhaitait mettre en place et mesurer, avoir un texte sur une solution alternative, et aussi voir un peu comment il allait s'organiser par la suite. Parce que la première expérimentation, dire autour d'expérience, et qu'est-ce que je fais par la suite. Donc, la solution qu'on a proposée, c'est un groupe SICAVEA, circuit monophasé, qui est tout à fait apte à être transporté et être mis de manière provisoire sur le site. Là, le site en question, à quoi ça ressemble, vous en voyez plein partout. C'est une cellule BTS, donc on voit la tour où tout en haut se trouve qu'on s'appelle les antennes. On voit une enceinte grillagée, en général c'est 10 mètres sur 10, 100 mètres carrés. Et là, vous voyez les cadres d'hydrogène qui ont été livrés sur site pour alimenter le groupe. Le groupe qui est mis derrière, donc alimenté par les cadres, et qui alimente la BTS. Les données qu'on a, c'est que la puissance de la BTS est 1,7 kW, donc tout à fait dans l'ordre de grandeur d'une BTS. Les cadres qui sont livrés sur site sont fournis par les acteurs type Linde ou Air Liquide. Donc, c'est des cadres C16. Vous avez l'équivalent à peu près de 150 mètres cubes d'hydrogène en conditions normales. Et en gros, entre 13 et 14 kg d'hydrogène. Donc, à peu près 4 cadres sur site. Donc, environ 50 kg d'hydrogène stocké sur le site pour cette expérimentation. Si on arrive au résultat, donc côté énergie, donc la moyenne de la BTS de 1,7 kW. Donc sur la période en question qui est de 3 mois, on a une puissance, plutôt une énergie consommée de 3,6 MWh. Et derrière, en termes d'hydrogène, ça se traduit comment? 302 kg d'hydrogène consommé par rapport à 312 livrés. Il y a un cadre qui n'a pas été tout à fait vidé. Si on regarde le bilan carbone, le bilan CO2, là, il y a un calcul détaillé qui a été fait. Donc, 313 kg d'hydrogène livré, sachant que l'hydrogène que souhaitait le client devait être un hydrogène fabriqué à partir d'énergie renouvelable. Donc, le coût carbone du kilo d'hydrogène est de 1,6. Donc, on arrive sur 500 kg de CO2 pour la quantité d'hydrogène qui a été livrée et consommée sur le site. La partie de transport, des rotations, donc le camion qui arrive, etc. C'est peut-être la signature carbone la plus importante, 864. Et malgré tout, il y a des interventions par les équipes pour faire la maintenance préventive, voire corrective. Et à ce moment-là, on arrive à 400 kg. Donc au total, l'expérimentation sur les 3 mois a eu un coût de carbone, de CO2 qui est de 1700 kg. Donc, cette solution, elle est comparée par rapport à une variante qui aurait pu être avec de l'hydrogène produit par les formages CH4. Donc, tout le monde sait que l'hydrogène dans le monde aujourd'hui, plus de 95% des produits avec du réformage. Donc là, on voit que la note en termes de carbone est pratiquement
monte de manière importante. On arrive à 4700 de 2700, donc on a un facteur pratiquement 2,5 uniquement en changeant le mode de fabrication de l'hydrogène. Le seul avantage qu'on peut voir, c'est qu'au lieu que le gaz carbonique soit émis sur le site de consommation, il est émis plutôt là où il est fabriqué. Au global, ça revient à la même chose. Il faut supposer qu'on cherche un avantage. Et si on compare la solution hydrogène ENR par rapport à un groupe diesel de 6 kVA, dans lequel le point de charge effectivement sera aux alentours de 30%, on voit qu'on arriverait sur un total qui aurait été de 5500, donc pratiquement un rapport 3. Donc la partie hydrogène fabriquée à partir d'énergie renouvelable a permis de diminuer de manière significative la partie gaz CO2 émise par rapport à une solution classique. Donc d'un point de vue écologique, d'un point de vue émission de gaz à effet de serre, la solution est tout à fait pertinente. Si on regarde la conclusion d'un point de vue client, lui, à son niveau, il voit c'est que le taux de disponibilité, qui est finalement l'alimentation de la BTS, est plutôt pas mal, supérieur à 96%, pour un système qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui considère mieux qu'un GE classique. Et les 4%, la moitié a été due à une erreur de raccordement d'hydrogène par l'opérateur sur le site qui s'est planté. Pour lui, la suite, c'est de regarder une solution mixte solaire-hydrogène, ça se comprend, diminuer la consommation d'hydrogène et par conséquent le coût sur le site. Si on regarde d'un point de vue général, autant la partie écologique est plutôt sympa, la partie économique, elle est plutôt nettement moins sympa. L'hydrogène dual sourcing, on arrive sur des prix de 38 € par kilo. Alors, certes, c'est de l'hydrogène fabriqué à partir d'énergie renouvelable, ça aurait été du CH4, on aurait certainement divisé par 2, voire par 3 le prix. Donc là, on arrive sur la problématique d'hydrogène fabriqué en France, fabriqué de manière générale, livré pour l'utilisation. Aujourd'hui, le prix n'est absolument pas compétitif par rapport au gasoil et par rapport à un groupe diesel. Donc, se pose la problématique du développement ça, parce qu'aujourd'hui, dans l'État, ce n'est pas du tout rentable. Qu'est-ce qu'on peut envisager? Effectivement, c'est de réduire les coûts. Il n'y a pas 50 solutions. Soit on aura des gaps d'évolution technique, soit derrière, on aura en même temps une sur maths qui permettra de baisser les coûts, un peu comme l'exemple qu'on a eu sur les batteries lithium. Aujourd'hui, on a cette problématique, il n'y a pas 50 solutions. Il y a certainement une action que les pouvoirs publics pourront envisager. Effectivement, aujourd'hui, il y a des subventions, il faut amorcer le marché, donc il faut certainement les amplifier. Et après, on peut aussi imaginer, là-dessus, c'est des décisions politiques et sociétales, entre une solution qui pollue, qui derrière fait a priori 50 000 morts anticipées par an, il y a un coût sociétal, est-ce que ce coût est compensé par le coût économique? Je n'ai pas la réponse. Et la notion de pollueur égale payeur, c'est un vaste sujet, on n'a certainement pas l'occasion de conclure ici. Ouais. Bon, ça c'est un exemple dans lequel économiquement, d'un point de vue écologique, c'est intéressant, d'un point de vue économique, c'était nettement moins intéressant. Par contre, il y a quand même d'autres exemples où la partie intérêt est effective. J'en ai deux, et après je termine. Le premier, c'est un exemple d'installation qu'on a fait aux Pays-Bas, dans lequel la problématique du pays est différente. Le réseau de distribution d'électricité est plutôt saturé. Donc, à un moment donné, quand vous déposez un permis de construire, il faut que derrière, vous soyez en capacité d'accepter le point de livraison avec la puissance qui est limitée et éventuellement d'avoir une capacité de production locale et par conséquent du stockage. Donc, c'est une installation qui est en service depuis un peu plus d'1 an. C'est à Ringstadt. Et là, l'objectif du client, c'était de faire l'autoconsommation, de faire la réjection et après de récupérer un peu la chaleur fatale de la combustible. La solution qui a été livrée, vous voyez sur la photo, il y a un conteneur 20 pieds avec une pile à combustible de 20 kW. La pile, la chaleur fatale, on la récupère, il y a un échangeur de 155 kW. Vous voyez les deux conteneurs, chacun de 20 pieds. Un premier produit de l'hydrogène avec une capacité de 20 millions de mètres cubes, essentiellement alimenté par les panneaux solaires de l'hôpital. Et à côté de ça, vous voyez deux réservoirs, chacun pour 56 mètres cubes, et on peut stocker à peu près 3000 kWh, 10 kg électriques pour derrière assumer cette fonction-là.
Le résultat, alors c'est un résultat qui est intermédiaire parce que l'installation aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle est pleinement opérationnelle. Donc, depuis 1 an, il y a eu 413 kg d'hydrogène produit. La partie injectée, on a 8 MW. La partie thermique, elle n'est pas encore coupée à l'hôpital. Donc là-dessus, le résultat est plutôt faible. Et quand cette installation sera en vitesse de croisière, il y aura à peu près l'équivalent de 150 tonnes de gaz carbonique qui sera non rejeté par. Ça, c'est un premier exemple. Et deuxième et le dernier, Ariane Group, le site de Vernon, à côté de la Seine, au nord-ouest de Paris. C'est là où ils font les essais sur les moteurs de fusée Ariane. L'hydrogène, là-bas, ils en ont une quantité phénoménale, sous forme liquide. Sauf que cette partie liquide, il y a une partie qui se dissipe dans l'atmosphère, ce qu'on appelle l'hydrogène fatal. Donc, ils ont de l'hydrogène qui part sous forme gazeuse, qui ne coûte pas un rond. Donc, leur objectif, c'était d'avoir un moyen de valoriser cet hydrogène fatal, donc qui ne leur coûte rien, pour derrière faire de l'injection réseau à travers une installation, enfin, à travers un générateur électrique et faire l'autoconsommation. Donc, la solution qui a été livrée, c'est un conteneur 20 pieds, 70 kW. Et dans ce cas-là, à la date d'aujourd'hui, on a eu 24 MW qui étaient injectés, donc 1,5 tonne de CO2 non rejeté. Ils ont récupéré presque 2 tonnes d'hydrogène qui s'est parti de l'atmosphère. Et l'installation sur l'année pleine, de la vitesse de croisière qu'ils ont, on sera sur des 200, un peu plus de 200 MW et un peu plus de 12 tonnes de carbone rejeté. À 60 grammes, non, 60 grammes, il y a un zéro qui s'est barré par CO2. Il est vrai que le kilowattheure en France est très peu carboné du fait de notre mix énergétique. Donc la partie CO2 rejetée est un peu plus faible. Donc des exemples où c'est intéressant, notamment avec l'hydrogène fatal. Il y a d'autres industries qui ont l'hydrogène fatal, et là, ça permet d'abaisser le coût et d'avoir quelque chose qui est rentable en quelques années. C'est tout. Je vous remercie. Merci, Claudia. Nous allons passer à Asgard Motors, Xavier. Merci de faire. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Xavier Toureau de La Lumière et je suis le fondateur et président de Asgard Motors. Donc, c'est une jeune entreprise créée en janvier 2024 en Sologne, pas très loin d'ici. Et bien que et nous avons la fierté de proposer le premier quad utilitaire 100% électrique. Bien que l'entreprise soit très récente, le projet, lui, est né en 2013-2014 d'un constat que nous avons fait sur notre petite propriété. C'était qu'on avait un vrai problème de silence. Donc les quads qui étaient disponibles sur le marché pour un usage professionnel sont très bruyants. On est sur du 110-120 décibels. Donc on ne voulait pas se vriller les tympans. On est aussi des amoureux de la nature et de la forêt. Et on voulait pouvoir se balader tout en ayant une sorte de cohérence avec le milieu dans lequel on était, tout en ayant la capacité de pouvoir tracter des charges lourdes, notamment du bois, et pouvoir travailler. Puis aussi ménager un petit peu nos voisins qui étaient très contents de cette initiative. Donc, le projet est né donc, il y a 10 ans, et de là a découlé notre mission, qui est de limiter les nuisances sonores et préserver nos espaces verts, en proposant le premier quad à usage professionnel, électrique donc, qui répond au doux nom de éclaireur. Donc pour la petite histoire, cette photo a été prise sur une exploitation arboricole près d'Angers, sur lequel le véhicule a été mis en test pendant près de 3 mois, pour avoir des retours du marché cible que nous avions, qui sont essentiellement les agriculteurs, les exploitants forestiers et tous ceux qui travaillent dans des milieux ouverts comme celui-là. Et ce qui nous a permis d'avoir quand même pas mal de retours sur le confort d'utilisation. C'est ce qui est ressorti le plus. Donc tout le monde le sait, mais les agriculteurs ont des journées à rallonge. Et le fait de devoir aller chercher de l'essence pour remplir le réservoir du quad, devoir retourner à la ferme pour remettre un jerrycan d'essence et des choses comme ça, c'est des choses qui leur prenaient du temps. Sur l'exploitation sur laquelle on est allé, ils n'avaient pas de quad. Donc, typiquement, en période d'éclaircissement, ils faisaient les contrôles à pied, ce qui leur prenait 1 à 2 heures. Et là, ça leur permettait de le faire en à peu près un quart d'heure. Donc, ils gagnaient beaucoup de temps et ça pourrait se substituer à l'usage de 2 tracteurs, selon eux.
L'innovation de notre véhicule on va dire, se résume en 5 axes majeurs. Le premier, c'est l'efficience énergétique. Donc, on a vraiment voulu travailler sur un véhicule qui soit le plus léger possible. Donc, on est sur un poids équivalent d'un thermique en puissance équivalente, donc environ 600-700 cm3. On a 400 kg. C'est notamment dû grâce à des batteries en NMC qui nous permettent d'économiser pas mal de kilos sur le pack batterie de 13 kWh. Le deuxième axe, c'est, comme je vous disais, le confort d'utilisation et le gain de temps. Donc, il n'y a plus de déplacement pour aller au village d'à côté pour remplir des jerrycans d'essence, pour remplir le réservoir du quad. Et on évite aussi ce paradoxe de devoir dépenser de l'essence pour aller chercher de l'essence, qui voilà, nous embête un petit peu. Le troisième, c'est la performance. Donc, c'est plus un secret pour personne, mais les voitures électriques la motorisation électrique permet des performances assez exceptionnelles sur le couple moteur. Donc pour tout ce qui est activité de tractation ou pour des passages de zones très compliquées. Et en Sologne, vous pouvez le voir, il pleut souvent. Et ça arrive souvent qu'on ait un peu du mal à se déplacer. Ça permet, voilà, dès le premier kilomètre-heure, d'avoir le couple maximum et pouvoir se tirer de situations un peu compliquées. Le quatrième axe, c'est l'aspect silencieux. Donc, c'est quand même un élément très important pour les voisins, mais surtout pour l'utilisateur, notamment les professionnels qui vont passer plusieurs heures dessus. Donc, comme je vous disais, un quad professionnel thermique, donc 700 cm3, c'est entre 110 et 120 décibels. Donc, c'est un concert de rock. Donc, si vous êtes 6 heures dessus par journée, vous finissez avec les oreilles en chou-fleur. Et donc, grâce à notre quad éclairant, voilà, c'est un confort de vie un petit peu plus, un petit peu mieux. Et enfin, le dernier point, c'est l'aspect économique. On a calculé qu'entre le carburant qui n'est pas donné et les coûts d'entretien, tous les 1000 km, on a une économie d'environ 170 €. Ensuite, nous avons donc le développement de notre véhicule. Donc, nous avons pour ambition de s'industrialiser en France et d'avoir un véhicule qui soit composé de tous les éléments majeurs, soit fabriqués en France et en Europe, donc essentiellement en France, en Espagne, en Italie, je vous montrerai après. Comme nous partons un peu d'une feuille blanche sur la conception de notre prochain quad, nous avons mis l'éco-conception à la base de cette réflexion, avec bien évidemment des matériaux qui seront hautement recyclables. L'alu, les batteries sont hautement recyclables et fabriquées à Poitiers. Pareil pour la carrosserie plastique qui sera recyclable. Et nous avons l'énorme atout que la motorisation électrique soit beaucoup plus efficiente que la motorisation thermique. Donc la motorisation électrique a une efficience d'environ 80% contre 20% pour une motorisation thermique. Il faut donc 4 fois moins d'énergie pour effectuer les mêmes tâches en électrique qu'en thermique. Donc voilà la carte de nos principaux fournisseurs sur les éléments majeurs. Donc c'est essentiellement en France, et puis les moteurs viennent d'Italie, fabriqués en Italie, et le châssis sera fabriqué en Espagne. Donc, notre calendrier, nos objectifs. Donc, nous commençons la commercialisation de notre véhicule et nous obtenons l'homologation T3B, donc catégorie tracteur, de notre modèle éclaireur en 2024. Donc, nous avons déjà commencé les commercialisations. En 2025, nous aurons les premiers prototypes du quad Made in La Ferté-Saint-Aubin, qui sera présenté notamment au marché de défense, au salon des forces spéciales à Bordeaux en avril. Et nous allons officialiser des partenariats commerciaux, dont 2 majeurs. Un qui se adressera au secteur public, notamment des polices municipales, pompiers, ambulanciers, etc. Et un autre qui sera pour le milieu agricole et de jardinage. Donc, on va dire plus le marché civil privé. En 2026, nous pourrons mettre en test dans des régiments, c'est ce que nous avons prévu avec l'armée française, de nos quads Made in La Ferté-Saint-Aubin. Et une extension européenne de notre activité commerciale sur le quad éclaireur à d'autres pays, notamment les pays frontaliers. Et enfin, en 2027, nous commercialiserons le véhicule fabriqué en France, donc, et nous aurons une fabrication 100% européenne de tout ce qui est composants et véhicules. Bien évidemment, pas au même prix que le véhicule éclaireur, mais on essaiera d'être le plus abordable possible. Nos partenaires régionaux, donc on tient à les remercier parce que en tout début d'aventure, ils sont quand même très importants. Donc on a Réseau Initiative Loiret, le 109, S2E2, Réseau Entreprendre Loiret-Véry, Porte de Sologne, The Place by CCI, 45,
DevUp et NextMove. Donc, on les remercie chaleureusement pour leur soutien et leur aide précieuse. Et enfin, nos axes de développement et de partenariat possibles. En 2027-2028, donc notre véhicule qui sera fabriqué en France, nous le dériverons sur des véhicules qui seront autonomes pour les secteurs agricoles, donc sur base de coordonnées GPS, et pour la partie défense, des véhicules qui seront pilotables à distance, qui permettront de transporter du matériel et notamment pouvoir réapprovisionner des régiments isolés en toute furtivité, ou pouvoir aller extraire des victimes militaires sans risquer de vie humaine. Pour cela, nous avons notamment besoin d'un drone filaire pilotable et branché directement sur le véhicule. Ou si vous travaillez dans ce secteur-là ou dans tout ce qui est automatisation, je sais que le Crésit pourra sûrement nous accompagner un petit peu là-dessus. Mais voilà, si vous travaillez dans ce secteur-là, nous sommes ouverts à des partenariats, notamment locaux. Je vais vous quitter sur une petite vidéo de présentation, très rapide, promis. J'espère qu'elle marche. Ouais, j'espère qu'elle marche. Non, elle marche pas. Ah, ouais. Non, ouais. Bon, bah, vous aurez juste une image. Je suis désolé. C'est pas Un grave. PDF. Donc voilà, si je devais résumer en fait ma participation aujourd'hui à cet événement en une phrase, ce serait que Asgard Motors a l'ambition de participer à la transition énergétique du secteur agricole, public et défense en devenant le leader et le premier fabricant de quad électriques européen, puisqu'il n'y en a pas d'autres. Merci beaucoup. Bravo. Désolé pour la vidéo. Dernière personne, NK Partner. Les 8 dernières minutes. Bonjour à tous. Il ne vous a pas échappé que je suis la seule femme. Oui. Voilà. Et je suis aussi une société de service, donc je n'ai pas de produit à vous présenter. Le pôle m'a invité à vous parler d'une famille technologique qui est mon expertise, la photonique. Donc, qui suis-je, mon œuvre? Donc, moi, je suis docteur en photonique de l'Université Pierre et Marie Curie. J'ai un parcours en recherche industrielle de 25 ans dans différents secteurs d'activité, majoritairement les télécoms optiques, la défense sécurité et l'automobile. J'ai aussi un passé d'animation du réseau francilien, notamment sur le plateau de Saclay. Donc industriel, école, université. Et j'ai également géré le portefeuille de brevets optiques photoniques du CNRS. Donc actuellement, ce que je propose, c'est du conseil en stratégie d'innovation basé sur mon expertise, donc la photonique et également les technologies quantiques. Je propose de l'accompagnement à la stratégie d'innovation, donc avec 4 axes, les technologies, les partenariats, que ce soit recherche-industrie, la propriété industrielle et le marketing de l'innovation, le financement. J'apporte une intelligence des écosystèmes d'innovation, que ce soit France, Europe, en photonique, mais pas que. Voilà, je suis aussi spécialisée sur les projets de collaboration recherche-industrie, que ça soit, j'interviens principalement sur le montage de consortium et sur les aides aussi à la stratégie un petit peu d'identifier le bon fonds pour vous accompagner. Voilà, et puis un petit peu aussi sur la valorisation de la recherche. Et je suis membre, donc je suis investisseur aussi, je suis membre du club de Business Angel du plateau de Saclay. Donc, qu'est-ce que la photonique? Donc, la photonique, ça vient du mot photon. Donc, c'est la lumière, en fait. Donc, c'est tout ce qui est science et technologie de la lumière. Donc, c'est principalement la maîtrise de la lumière. Donc, j'ai cité quelques technologies, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc, c'est les lasers, les détecteurs, les caméras, les fibres optiques, les capteurs en tout genre, les LED, l'imagerie, les scanners, les lidars, le LiFi, la réalité augmentée. C'est un peu une liste à l'après-vert, hein, on va en discuter plus tard. Donc, des chiffres. Donc, ça représente au niveau mondial 865 milliards de chiffre d'affaires, dont 125 milliards en Europe. C'est aussi un secteur extrêmement dynamique, donc une croissance moyenne d'environ 7% sur les 3 dernières années, malgré le Covid. C'est aussi une croissance continue, avec vous voyez que là on est à 865, ça va passer à 1200 milliards en 2027.
le leader mondial, c'est la Chine, qui en 15 ans est passé de 10% de part de marché à 32% de part de marché, au détriment majoritairement du Japon, alors que l'Europe et l'Amérique du Nord sont à 15%. Donc ça, c'est des études en fait d'avril 2024 de Photonics 21, qui est la plateforme européenne de la photonique. Donc en France, c'est à peu près 1200 entreprises, majoritairement des PME à 80%. Voilà, donc 84 000 emplois. Voilà. Donc la France, en fait, enfin, avant que je vous dise ça quand même, la photonique européenne est dominée par l'Allemagne à 40%. La France est le second pays à 25%, avec des spécialités. Donc principalement, le marché historique, c'est la défense-sécurité et les télécoms. Donc, comme ils se sont effondrés, on en parle un peu moins. La médecine et des nouveaux marchés depuis une quinzaine d'années, dont l'automobile. Donc, je vais vous dire un petit peu qu'est-ce que peut faire la photonique dans le domaine de l'énergie. Donc, je les ai un peu décomposés en fonctions, donc en production et en contrôle. Donc, on en a parlé assez largement. Le photovoltaïque, c'est de la photonique, hein, puisque vous éclairez par la lumière, vous avez une cellule qui vous transforme ça en électricité. Vous avez aussi, dans le terme de la production énergétique, le contrôle du nucléaire. Donc ça, il y a plusieurs technologies. Bon, bien sûr, il y a la surveillance de sites sensibles. Donc ça, c'est valable pour n'importe quel site, y compris les sites industriels. Donc là, vous allez avoir un jeu de caméras visible, infrarouge. Mais également le contrôle des émissions. Donc là, ça va être c'est l'interaction de la lumière avec la matière. Donc ce qu'on appelle la spectroscopie et la tomographie. Donc la tomographie, c'est de l'infrarouge pour regarder la chaleur. Et la spectroscopie, c'est de l'analyse de composés chimiques, radiologiques. Et les capteurs à fibres, là, ils vont venir, ça, c'est des capteurs qu'on va mettre dans la structure. Ils vont venir voir notamment s'il y a des fissures, enfin, des mouvements des structures des bâtiments. Donc, ça peut être sur n'importe quel type de bâtiment, d'ailleurs. Et enfin, dans le contrôle, il y a aussi donc le contrôle des gaz. Donc ça va être là je signifie le contrôle des gaz en optique libre, c'est-à-dire les lidars. Donc le lidar, ça va venir, c'est pareil, c'est l'interaction matière-lumière. Enfin, dans les lidars, on les utilise en deux applications. C'est-à-dire que quand vous avez un nuage, si vous regardez à la même fréquence que la fréquence du laser, vous allez avoir, c'est un peu l'effet radar, vous allez avoir des indications sur la taille, sur la vitesse de déplacement, sur les caractéristiques géométriques du nuage. Et ensuite, vous allez regarder l'interaction de la lumière, donc la fréquence que vous injectez avec la matière, avec le gaz. Et là, vous allez avoir, vous savez, ce qu'il y a dans le gaz. Bon, bien sûr, il y a tout ce qui est capteur. Donc ça, c'est la partie production-contrôle. La deuxième famille, c'est le bâtiment intelligent. Donc là, ça peut être vraiment, enfin, parmi les capteurs que vous intégrez, il y en a un certain nombre qui sont optiques. Donc ça peut bien sûr être utilisé dans la gestion des flux. Il y a aussi, le bâtiment intelligent, c'est aussi la connectivité optique. Donc là, ce sont les réseaux à fibre optique, donc très haut débit. Ça, c'est vraiment le filaire. Et puis, vous avez aussi, alors, là, ça peut être intéressant quand vous faites du bâtiment que vous voulez sécuriser en utilisant les LED sur les plafonds pour faire de la communication sans fil par la lumière, hein, donc ce qu'on appelle le Li-Fi. Alors, l'avantage du Li-Fi, c'est que vous ne pouvez pas, ça ne passe pas les murs. Donc, vous ne pouvez pas l'intercepter de l'extérieur. Bon, j'ai déjà parlé de la surveillance. Donc après, il y a tout ce qui est procédé industriel. Donc là, enfin, vous les connaissez un petit peu plus. Peut-être c'est la vision contrôle aussi. Donc la vision industrielle, le tri optique, le contrôle non destructif, le contrôle dimensionnel, le scan laser. Donc ça, c'est quand vous voulez faire une cartographie des bâtiments. Donc, vous pouvez le faire par laser. Voilà, enfin, bon, les procédés laser, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire en procédé laser, en fabrication additive.
Voilà, ça c'est bon. Voilà, c'était un pitch. Donc, si vous avez d'autres questions, je suis à dispo pendant le déjeuner. Merci. Merci beaucoup. Je vais reprendre la main, c'est terminé. Merci pour toutes les personnes qui sont intervenues. On va passer à manger maintenant, parce que cet après-midi, il y a les ateliers animés par le Crésit, une table ronde, un atelier technique et la présentation de financement. Donc à partir de 14 heures, animé par le Crésit Industrie. Et puis là, on va aller manger dans l'autre salle pour que vous puissiez échanger ensemble. En tout cas, on vous remercie avec Elisabeth Patouillard du Crésit d'avoir participé à cette matinée d'échange. Ça a été long, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être là et d'avoir participé à cet événement. Merci. Ah oui. Elisabeth, tu es là cet après-midi? Ah bah oui. Non, c'est dans